Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On est vraiment ravis de vous accompagner jusqu'à 11 heures. Vous me permettrez de rentrer tout de suite dans le vif de notre premier sujet parce que, évidemment, avec cette horrible nouvelle, cette tragédie dans le monde du hockey, ça s'est passé le 19 août dernier. On a envie de poursuivre la discussion sur la question des chauffards ivres. Et ce matin, évidemment, quand je parle de tragédie, vous êtes au courant, le joueur vedette des Blue Jackets, de Columbus, Johnny Gaudreau, son frère Matthews, qui faisait du vélo au New Jersey sur une route et qui ont été happés par un chauffeur. Et un chauffeur qui, évidemment, n'a pas pu éviter, n'a même pas fait de gestes pour éviter les deux frères de 31 et 29 ans, qui allaient en plus assister au mariage de leur sœur. Et ce chauffeur-là, qui a tué Johnny Gaudreau et son frère, admet aujourd'hui avoir bu 5-6 bières, dont certaines alors qu'il était même au volant de son véhicule. Tu sais, t'as envie de dire, il y a encore des gens qui boivent au volant. Tu sais, un petit dernier verre pour la route, là. Me semble que c'est tellement 1985, ça, cette affaire-là. Aujourd'hui, là, je peux même pas imaginer quelqu'un qui conduit une bière entre les jambes. Ben, ça a l'air que ça se fait encore. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est au New Jersey. Ouais, mais ça se fait sans doute aussi chez nous, un peu partout sur nos routes. La preuve, c'est qu'au fil de cette demi-heure, je vais vous parler de cas qui sont aberrants, de cas, là, même récents, là, d'alcool au volant qui cause la mort. D'ailleurs, dites-vous bien là, que sur tous les décès sur nos routes, il y en a 1 sur 4, 25%, ce qui est énorme, qui est attribuable à l'alcool au volant. Fait que ça veut dire qu'on a vraiment, vraiment besoin de discuter de ça. Et je pense que la meilleure façon de nous faire prendre conscience de cet enjeu de société, qui est notre problème, notre relation avec l'alcool et aussi à notre comportement au volant, c'est d'entendre des témoignages de gens qui aujourd'hui vivent avec les conséquences de tels drames. Je vais vous présenter tout de suite Daniel Fortin, qui est le père de Jackson Fortin, qui est mort tragiquement après que le véhicule dans lequel il prenait place avec sa famille a été frappé de plein fouet par un chauffeur ivre. Ça se passait sur l'autoroute Dufferin-Montmorency, c'était en septembre 21. Et Daniel Fortin doit aujourd'hui vivre avec la mort de son fils. Il est d'ailleurs maintenant impliqué avec l'organisme MAD, Mothers Against Drunk Driving, dans la région de Québec. On a contacté Daniel hier. Et hier, ça faisait 3 ans, exactement jour pour jour, que Jackson avait été happé par ce chauffeur saoul. Il est avec moi ce matin. Bonjour, Daniel Fortin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps. Je sais que c'est un sujet chargé d'émotions pour vous parce qu'on ne se remet jamais de ce que vous avez vécu. Je disais que votre fils, évidemment, l'accident est arrivé à 17h45 le 2 septembre 21. Mais votre enfant a été déclaré mort le lendemain. Donc, en fait, ça fait 3 ans jour pour jour, aujourd'hui même. Là. Ouais, vers 15h30 cet après-midi, ça va faire exactement 3 ans. C'est terrible et permettez-moi de vous envoyer nos plus sincères condoléances, celles de toute l'équipe. C'est épouvantable ce qui s'est passé. La tragédie des deux frères Gaudreau nous a ramené au fait qu'aujourd'hui, on est aux prises avec des gens qui, comme le chauffeur qui a décimé toute la famille, parce que c'est votre fils, mais également, il y avait 3 autres personnes dans le véhicule, dont une petite fille aussi, que vous considériez pas comme la demi-sœur de votre fils, là, qui était vraiment sa sœur. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ce que vous vivez depuis 3 ans, Daniel. Ben, c'est ça. En fait, Jackson revenait d'une pratique de football de l'école secondaire St. Patrick's High School. Et puis, sa mère est allée le chercher. Et puis, il attendait une lumière rouge, tout bonnement. Donc, il y avait ses grands-parents qui étaient, eux autres, qui viennent de la Nouvelle-Écosse, du Cap-Breton. Donc, le grand-père était avec sa fille, avec Shelly, la mère à Jackson. Puis sa sœur Emma.
Et puis, il attendait une lumière rouge. Et puis, le chauffeur est arrivé, on estime, à 140 km/h. Il était presque 3 fois la limite d'alcool permise dans le sang et presque 6 fois la quantité de cannabis dans le sang. En plus, il y avait alcool et cannabis. Donc, c'était vraiment la faculté très affaiblie. En fait, il t'en reste plus quand t'es intoxiqué comme ça. Vous avez... Il ne devait rien boire. Exact. À 5h45 de l'après-midi, là. Fin de journée. Fin de journée. Fin de journée, sortie des classes. On le voyait, lorsqu'on était allé à la cour, on a eu beaucoup de vidéos, dont un vidéo d'un autobus de la ville. Et puis, on le voit là, zigzaguer entre des voitures, pas faire d'arrêt obligatoire, juste à côté d'une école primaire. C'était évident qu'il allait y avoir une tragédie là, dans cette situation-là, là, avec toutes les preuves qu'on a eues lorsqu'on est allé à la cour. Et justement, qu'est-ce qu'il a eu comme sentence? Il a eu 16 ans. C'était une sentence exemplaire. C'est assez la exemplaire à l'époque. Qui s'est donnée. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu 15 ans, 15 jours. Et puis, mais plus son temps qu'il avait fait parce que la décision, le jugement a été donné, je crois que c'était au mois de mars. Donc, lui, il n'est jamais sorti de prison. Donc, le 2 septembre, il est allé à l'hôpital, il s'est fait arrêter, il n'est jamais sorti. Il n'y a pas eu de libération en attendant son procès parce qu'il a déclaré coupable là, dès le début. Ouais. Ce qui nous a sauvé un procès. Voilà. Ça vous a soulagé de savoir qu'au moins, ça remplace pas les gens, là, c'est sûr que non, puis c'est terrible. Mais 16 ans, ça vous paraissait... C'était quand même, vous le dites, exemplaire. Ça avait été, je pense, c'est une des plus importantes sentences jamais données au Québec parce qu'il y a 4 personnes qui ont perdu la vie, dont 2 enfants, qu'il était polyintoxiqué. Est-ce que ça met un baume d'avoir des sentences exemplaires comme ça, de dire au moins il a été puni? Non, absolument pas. Je pense qu'il n'y aurait jamais une sentence qui serait assez grosse. Cependant, le 16 ans, oui, ça peut être encourageant parce que on parce voit qu'il y en a qui ont 3000 pièces puis tu restes à la maison pendant quelques temps puis tu peux ressortir après. Ouais. Exactement. Donc, tu sais, oui, c'est pas un baume, sauf que le problème, c'est que son 16 ans, c'est qu'il va en faire 5. Il va faire le tiers de sa sentence. Là, j'ai un problème. C'est ça. Là, j'ai un problème. 16 ans, je suis capable de vivre avec. Je suis pas content, mais je suis capable de vivre avec, puis je suis capable de faire ma vie. 5 ans, je reste à Québec. On s'entend que Québec, c'est gros, mais c'est pas gros. Tu sais, il y a 2 centres d'achat, il y a 2 cinémas. Donc, les chances que je le croise pas il reste à 1 an à peu près, que je le croise pas aux galeries de la capitale, sont minces. Mon bureau, j'étais à peu près à 5 km de chez lui. De chez ses parents et de chez... Voilà. C'est ça. Vous venez de tout comprendre. Donc, tu sais, 16 ans, s'il fait son 16 ans, j'ai le temps de m'en virer de bord. Tu sais, j'ai le temps de vraiment m'assurer que les blessures puis la rage et tout ça est bien, bien géré. Tu sais. Mais vous êtes encore... Ben, j'imagine pas qu'on puisse être autrement, mais vous êtes encore habité par cette rage depuis 3 ans. Là, à tous les secondes de ma vie. Là. À tous les secondes de ma vie. Tu sais, c'est quelqu'un qui a pris la décision. C'est pas un accident. Puis avec MAD, on dit toujours que c'est une collision. On dit jamais d'accident. Tu sais, mettons, il y a eu un accident sur le boulevard sur l'autoroute du Frère-Montmorency. C'est pas un accident. C'est une collision. Parce qu'un accident, vous êtes en voiture, faites de l'aquaplanage, bon, ça, c'est un accident. La glace, c'est un accident. Prendre la décision de prendre sa voiture pour aller au bar, en sachant que vous avez votre véhicule, en sachant que vous allez le prendre en partant, puis ensuite, une fois intoxiqué, continuer sur votre plan initial de prendre votre voiture, c'est pas un accident. C'est une décision. Donc, il a pris la décision de risquer la vie et tuer 4 membres de ma famille. Vous l'expliquez bien, Daniel Fortin. Il y a un auditeur qui nous écrit, qui nous texte, qui dit « Pourquoi, lorsque tu tues au volant, tu n'es pas accusé de meurtre? La voiture devrait être considérée comme une arme. » Il y a Claude aussi, un autre auditeur, qui nous parle des attitudes des gens au volant. Puis il y a Serge aussi, puis ça, on va y revenir, qui dit faut faire attention de séparer les Soulons, là, des gens qui font attention. Là. C'est pas le 0%
.05 qui va arrêter les Soulons, nous dit Serge. Je sais que vous êtes très impliqué avec Mad, justement. Puis vous voyez ça comment? Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme loi au Québec pour encadrer, pour essayer d'éviter? Parce que c'est ça le problème. Moi, je pense sincèrement, Daniel, que le problème, c'est pas les gens qui prennent un verre puis qui, 3 heures, tu vas au resto, tu prends un verre, 3 heures après, tu sors, tu prends ton véhicule. Est-ce que c'est un enjeu? Moi, je pense que ceux qui tuent véritablement, c'est les récidivistes de l'alcool au volant. Ouais. Des gens là qui s'en fait prendre 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis qui continuent de conduire. Puis des fois que la voiture de quelqu'un d'autre, si on leur enlève leur droit de... C'est comme si c'était du monde qui comprennent pas, puis qui sont incontrôlables. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tu sais, quelqu'un qui va avec son conjointe, ça va au restaurant, prend un verre de vin, aucun problème avec ça. Il est pas là le problème. Puis on sait que c'est souvent pas les gens qui sont à 0.09 qui vont nécessairement tuer les gens. Tu sais, comme je vous dis, moi, il était presque le triple. Oui. Il était pas le triple, mais presque le triple. Bon. Ceci dit, nous, on aimerait que la limite légale descende à 0.05. Oui, c'est pour ça que je vous parle de ça. Je sais que vous militez et MAD milite pour ça aussi depuis des années. Et le gouvernement n'a jamais voulu aller jusque-là. Ouais. Ils veulent pas. La seule Mais pourquoi vous demandez Canada, ça? Oui, allez-y. OK. Bon, la seule province au Canada qui est à 0.08, c'est le Québec et le Yukon. Tout le reste sont à 0.05 et la Saskatchewan sont à 0.04. Mm-hmm. OK? Donc, ce qu'on demande, c'est de mettre ça... La limite légale reste à 0.08 parce que c'est une loi fédérale. Mm-hmm. Provinciale, ils ont le droit de mettre ça le niveau qu'ils veulent, mais à partir de 0.08, peu importe, ça tombe légal. Donc, les provinces ont toutes décidé 0.05. Ce que ça fait, c'est que c'est administratif. De 0.05 à 0.08, c'est votre zone tampon. OK? Vous faites prendre à 0.06, OK, administratif, perdez votre permis pendant 2 jours, une amende, là, on dit, OK, attention, là, t'es à 0.06, tu t'approches de ton 0.08, là. Tu sais, on commence à faire des signes. Ouais, mais au Québec, on n'a pas cette zone tampon-là. On peut être à 0.799. Mais dans tous les cas... Ouais. Mais vous le dites vous-même, celui qui a tué votre fils, il était à presque 3 fois la limite. Et dans beaucoup de cas là, sur lesquels je me suis penchée ces jours-ci, c'est vraiment des gens qui ont 2 fois, 3 fois la limite, là, qui sont qui tuent. Alors, puis je veux pas m'ostiner avec vous là, sur le point 5, sur le point 0.5 puis le point 0.8 parce que, mais j'ai beaucoup de gens, puis je pense que c'est pour ça que beaucoup de citoyens sont réfractaires à cette idée-là parce qu'ils se disent, si je prends un verre, c'est pas moi qui ai le danger public, mais comment fait-on pour les récidivistes, les Soulons au volant qui comprennent rien, ceux-là, Daniel, comme celui qui a tué votre fils, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment vous voyez ça? Y a-tu moyen je veux juste ramener un dernier point pour le point 0.5 à 0.08 parce que c'est important. Parce que lorsqu'on est allé à la cour, ça je ne savais même pas avant, c'est qu'ils ont sorti son dossier de conduite depuis les 15-20 dernières années. Donc, tous les excès de vitesse qu'il a fait, toutes les... s'il a manqué un stop, il s'est fait prendre, c'est un récidiviste au volant. Donc, si on descend, admettons, à 0.05, puis il se fait prendre à 0.06, il n'y aura pas de dossier criminel. Sauf que si jamais, on s'entend que si ça fait 2-3 fois qu'il se peut faire prendre à 0.07, il commence déjà à avoir un problème. Exact. Donc, si jamais il tue quelqu'un, ça devient un fait aggravant. Donc, pour les victimes qui perdent un membre de leur famille, ça devient un fait aggravant. Puis moi, c'est un peu pour ça qu'il y a eu une sentence exemplaire. Si on n'avait pas sorti son dossier de la SAC, il aurait peut-être eu son 3 ans, comme on mentionnait au début. Donc, ça n'empêchera pas nécessairement, mais ça va faire réfléchir. Je me suis fait prendre à 0.06, il va faire attention, parce que si jamais de quoi arrive, et vous avez raison. Ça se rajoute, puis ça se rajoute, puis ça sentence. Exact. Donc, au lieu d'avoir 3 ans, on va se ramasser avec un 15, 16, 20 ans. Fait que vous dites, on va finalement faire de la prévention avec ça servirait de mesure de prévention. Je comprends tout à fait. Exactement. Permettez-moi de demander à un avocat criminaliste de se joindre à notre discussion, Daniel merci. Fortin. Je vais vous présenter un avocat que tout le monde connaît bien, Maître Jean-Pierre Rancourt, avocat criminaliste. Bonjour, Maître Rancourt.
Bonjour à vous. Je sais que c'est un dossier aussi très émotif pour vous parce que là, on vous parle du Vermont où vous êtes régulièrement, Jean-Pierre, et vous étiez près de la famille des deux jeunes, dont des frères Matthews, en fait, parce qu'ils viennent du Vermont. Originairement, les parents viennent du Vermont. C'est ça. Le père Guy, entre autres, Guy Gaudreau habite le Vermont. Quand on regarde là, le dossier des récidivistes, Maître Rancourt, puis on s'en est parlé souvent, vous et moi, il y a eu des campagnes de prévention au Québec, il y en a encore, on nous a dit, Éducalcool a fait beaucoup là, pour dire aux gens, prenez pas la route avec un verre, on boit pas dans son auto. Et il y a de plus en plus quand même de gens qui se font arrêter, il y a des barrages policiers. Bref, on a mis quand même des balises. Puis on dirait qu'on n'est pas capable de les pogner, les pires, là, les Soulons qui enlèvent la vie, qui tuent des enfants, qui déciment des familles. Est-ce qu'on va pouvoir un jour, Jean-Pierre Rancourt, arriver à freiner ça, ce fléau-là des récidivistes au volant? Peut-être pas le freiner, mais ça a diminué. Hein, depuis, moi, ça fait plusieurs années que je pratique. Et au début, c'était à tous les jours, il y avait des facultés affaiblies. Les sentences étaient 50 piastres d'amende pour commencer. Si vous tuiez quelqu'un en 1980, vous aviez une probation, sentence suspendue, probation. Ça a bien changé depuis ce temps-là. On parle de 4 à 5 ans de pénitencier, dans le cas qui nous préoccupe 16 ans. Alors, les sentences sont beaucoup plus importantes. Il faut savoir que les récidivistes là-dedans sont habituellement, généralement, des alcooliques qui, à un moment donné, ne savent même pas qu'ils prennent le véhicule, sont tellement intoxiqués qu'ils le prennent. Quoi faire contre eux autres? C'est beau la sentence, mais on peut pas l'envoyer en prison pour le restant de ses jours. 16 ans, c'était quand même une sentence importante. Alors, c'est difficile, mais je peux vous dire que, d'après mon expérience, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus prudents que notre génération. Et les jeunes vont veiller, il y a un conducteur désigné, par exemple, ou ils ont Uber ou taxi. Alors, ils sont beaucoup mieux éduqués là-dessus, mais il reste quand même qu'il y a des gens comme celui qui a tué les frères Gaudreau. Il dit à la police qu'il a pris 5-6 bières. De mon expérience, c'est 10-12 bières. C'est ça. Parce que c'est 10-12 bières. Parce que quand tu te fais arrêter, ils disent tout, j'ai pris juste une bière, la deuxième, je l'ai pas finie. Mais c'est pas ça. Dans ce cas-là, il était intoxiqué. Il a pris la chance de doubler par la droite sur l'accotement, rapidement, en fou. Et évidemment, je suis pas sûr qu'il va y avoir un cautionnement. Oui, on a un petit enjeu avec Maître Rancourt. Il disait, pas sûr qu'il va y avoir un cautionnement, mais puis on va rebrancher Maître Rancourt, là, mais je vais lui demander, est-ce que ce que vous disiez tout à l'heure, Daniel, c'est que vous disiez, il y a eu 16 ans, mais il va peut-être sortir au bout de 5. Maître Rancourt est revenu justement, Jean-Pierre Rancourt, ce que nous disait mon invité, qui a perdu son fils parce qu'il y a un chauffeur sous qui l'a frappé avec 3 autres membres de sa famille. C'était il y a 3 ans. Il dit, il y a eu 16 ans, mais peut-être qu'il va sortir dans 5 ans. Ça fait beaucoup réagir les gens. Comment ça se fait que les gens ont des sentences, mais ils ne font pas au complet? C'est notre système de libération conditionnelle. Alors, si par exemple, il est libéré après 5 ans, il ne sera pas libéré complètement. Il va être dans une maison de transition, par exemple, il va être surveillé par les libérations conditionnelles jusqu'à la fin de sa sentence. Mais il va pouvoir conduire à nouveau? Complète. À mon avis, je ne sais pas si le juge avait interdit à l'époque, peut-être qu'il a interdit. Oui. Allez-y, Daniel Fortin, qu'est-ce que le juge a dit? Oui. C'est ça, il y a eu perpétuité, interdiction de conduire à perpétuité, qui est une première, je pense. Exact. Ouais. Fait qu'il y a eu perpétuité pour la conduite. Donc. Mais comme vous dites. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne conduira pas, ça. Non, il peut prendre le véhicule de quelqu'un d'autre, là. Oui, absolument. Puis aussi, tu sais, comme je dis 5 ans pour la sentence, mais pour la libération. Mais je regardais justement les papiers de la libération conditionnelle hier, et puis il devient éligible très, 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 très bientôt pour des sorties provisoires. Très bientôt. Ah oui, au bout de 3 ans. Apparemment, j'ai pas le droit de dire la date, mais non, c'est très, très bientôt, là. Vous la connaissez, la date? Je connais la date auquel tu deviens éligible. C'est très, 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 très bientôt. Pourquoi vous n'avez pas le droit de dire la date? Il est marqué confidentiel sur la lettre. Donc, je ne me mettrai pas plus dans le trouble que ça. Okay. Maître Rancourt pourrait peut-être... OK. Mais ça, Maître Rancourt, là, un gars, il a eu 16 ans. Au bout de 3
3 ans, jour pour jour, aujourd'hui, que le fils de Daniel Fortin est décédé là, dans cet accident épouvantable. Il a tué 4 personnes, ce gars-là. 4 C'est notre personnes. système de libération conditionnelle. C'est pas le juge. Le juge a fait sa job, a donné 16 ans. Mais est-ce qu'on peut changer dit, ça? Est-ce qu'on pourrait changer ça? il faudrait attaquer la loi sur les libérations conditionnelles. Mais voilà. comme je vous disais, il sera pas libéré pour s'en aller chez lui. Là. On va le surveiller jusqu'à la fin de sa sentence, jusqu'à 16 ans. Et il n'a pas le droit de conduire à perpétuité. Est-ce qu'on va pouvoir l'encadrer? On ne pourra pas l'encadrer plus que 16 ans. Ça, c'est sûr. Mais au moins, on pourrait l'encadrer puis le vérifier et voir à ce qu'il respecte ses conditions pendant 16 ans. Ouais. Il y a des cas récents là, d'alcool au volant, des tragédies, là, puis on aurait pu en mettre. J'ai tout un dossier devant moi qui a été fait par ma recherchiste Florence. Elle me dit j'aurais pu t'en mettre tellement plus. Là, il y en a tellement. Pas plus tard que le 26 août, il y a le juge Bertrand Saint-Arnaud de la Cour du Québec qui a rendu un jugement, une peine de prison, mais imposée à la maison, à domicile. Pourtant, c'était une 3e récidive de conduite avec faculté affaiblie par l'alcool pour Nathalie Heinz de Vaudreuil-Soulanges. Le juge était mal à l'aise, mais apparemment que c'était un dossier exceptionnel avec des considérations exceptionnelles. Fait que même la couronne était d'accord avec le fait qu'elle n'aille pas en prison, qu'elle aille prendre sa pénitence à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Maître Rancourt? Puis on voit ce genre de peine, là. Extrêmement rare dans ce genre de dossier-là. Je connais pas ce dossier en particulier, mais est-ce qu'elle a blessé ou tué quelqu'un? Je ne sais pas. Mais c'est une récidive. Et quand la couronne admet qu'elle ne devrait pas aller en prison ferme, à ce moment-là, le juge n'a pas bien le choix. Là. Mais c'est quand même extrêmement rare à ma connaissance. Parce que normalement, une 3e récidive en matière d'alcool au volant, de conduite avec faculté affaiblie, parce que maintenant, il y a toutes les drogues, là, puis des fois les médicaments, enfin, toutes sortes de choses qui peuvent affecter notre jugement, c'est minimalement 120 jours de prison, une interdiction de conduire pendant 3 ans. Mais visiblement, ça s'applique pas visiblement pour toujours. Le 20 juin dernier, il y a un récidiviste de l'alcool au volant aussi dans les Laurentides qui a gravement blessé un petit bambin de 3 ans qui était à bord du véhicule, qui a été gravement blessé. Ça a pris 1 heure avant de pouvoir sortir l'enfant. Il roulait à 83 km/h. Il a perdu le contrôle. Il a fait des tonneaux. Il n'a jamais même essayé de freiner. Des histoires, là, je vous le dis, là, puis évidemment le cas de François Perron, un récidiviste de l'alcool au volant qui a été condamné en 21, en fait en 23, ça s'est passé en 21, mais il a été condamné en 23 à 8 ans de détention. Il a fauché 2 femmes et il en a tué une. Et pendant que la police essayait de ranimer, porter secours aux victimes, lui aussi, il s'est ouvert une bière parce qu'il était sur le gros nerf, ça a l'air que ça le déstressait. Je veux dire, des histoires comme ça, là, c'est terrible. Moi, quand je vois que... Mais ce Perron-là, il est assez intelligent pour se dire, intelligent dans le sens que quand il y a eu l'accident, les policiers, avant que les policiers arrivent, il s'est mis à boire en pensant qu'il pourrait fausser le test d'alcoolémie. Il savait qu'il était coupable de quelque chose, mais il pensait pouvoir sauver. C'est dans ce sens-là qu'il a décidé de prendre de la bière en attendant que les policiers l'arrêtent. Mais parce qu'il peut justifier. Ben oui, ça c'est un truc ça qui circule. Il peut justifier le fait d'avoir juste pris de l'alcool maintenant. Et non pas au moment où il conduisait. Donc là, c'est là où la preuve, c'est difficile d'affaire. Hein. C'est ça que vous voulez dire? Exact, absolument. Terrible. Pourtant, ça fait la 3e fois, là, un récidiviste, puis même que ses victimes avaient essayé à plusieurs reprises de l'empêcher de conduire. Et ça, je pense que... C'est tous des facteurs très importants que le juge a pris en considération pour donner une sentence de 8 ans. Encore là, libération conditionnelle après 2 ans, 2 ans et demi. Oui, oui. 2 ans et demi, 3 ans. C'est terrible quand on y pense. Oui, Daniel Fortin. Tu sais, quand on parle des sentences, ça, tu sais, dans mon cas, j'imagine, tu sais, puis dans tous les cas, je veux dire, des sentences, même s'il y a 16 ans, puis comme dans ma situation, et puis qui sort au bout de 3, 4, 5 ans, tu sais, je veux dire, faut au moins donner le temps aux victimes de se remettre. Ça en a pris, pour avoir le droit, pour avoir trouvé un psychologue, ça a pris 9 mois avant que j'aie un psychologue. Ça a pris 1 an et 3 mois avant que j'aie un psychiatre pour m'aider dans tous les problèmes que ça m'a amené. Donc, tu sais, après, si, mettons, ça prend 1 an, 3 mois avant d'avoir un psychiatre, puis commencer à m'en sortir ou voir un peu que j'ai de l'aide,
ben, tu sais, si la personne, le contrevenant, il est déjà en processus de libération, je veux dire, je m'en sortirai jamais. Tu sais, les victimes ne s'en sortiront jamais. Et moi, j'en viens pas que vous dites que ça vous a pris 9 mois avant d'avoir une aide psychologique. 42. On a appelé, avec la CAVAC, le CAVAC m'a aidé énormément. Et puis, on a appelé 42 psychologues. Puis, c'est une psychothérapeute qui m'a accepté, que j'adore. Elle me suit depuis 2 ans et demi. Je l'adore. Et puis, ça a pris 1 an et 3 mois. J'ai eu le psychiatre en décembre 2022. Le psychiatre. Incroyable. Alors que l'accusé, lui, en prison, va obtenir ces privilèges-là immédiatement. C'est ça qui fait bon sens. Vous avez tout compris. Voilà, et c'est ça qui n'a pas de bon sens. Puis Daniel, vous dites, moi, si j'avais pas eu cette aide-là, entre autres de la CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, et aussi même avec MAD, l'organisme MAD qui vous a appelé, qui vous a tendu la main, vous dites, moi, je serais peut-être plus ici aujourd'hui? Ben, tu sais, je veux dire, j'avais pas de copine à l'époque, ou de conjointe à l'époque. J'avais juste mon seul enfant. Tu sais, dans la vie, on travaille, on fait nos activités pour subvenir aux soins de nos enfants, de notre famille rapprochée. Ben, quand il y a un drame comme ça arrive, puis tu sais, j'ai pas pu vivre ça avec la mère de mon garçon. Non. Elle est décédée, elle aussi. Ouais. Tu sais, donc, tu sais, oui, je suis bien entouré de ma famille, ma soeur, mes parents, mes amis, mais il reste, comme je leur dis tout le temps, je suis seul, mais je suis bien accompagné. Parce que, à part ma famille, entre guillemets, de MAD, je veux dire, personne comprend vraiment ce qu'on vit, là, ce qu'une victime peut vivre. Là. Puis j'haïs ça, dire le mot victime en passant. Là, je donnerais n'importe quoi pour pas être une victime, là, on s'entend. Là. Mais c'est ça. T'sais, fait qu'on est vraiment seul là-dedans. T'sais, même si on est bien accompagné, personne ne comprend exactement le dommage que ça fait. T'sais. C'est pas juste les victimes, c'est la famille, c'est les amis, c'est le quartier, c'est mon employeur. T'sais, mon employeur, il faut qu'il me gère lui aussi. T'sais, une journée comme aujourd'hui, ben, je l'ai appelé ce matin, j'ai dit à mon patron, je rentre pas, je file pas, ça fait, tu sais, ça me tente, je serais pas, tu sais, je serais pas apte à travailler aujourd'hui, donc je vais prendre une journée de vacances pour essayer de rescaper ma journée qui est déjà difficile, tu sais. Fait que les employeurs aussi, faut qu'ils gèrent ça, faut qu'ils vivent avec notre peine, puis nos sauts d'humeur, on va se dire. On a des sauts d'humeur souvent, on est moins patient, on est moins concentré. Ça a beaucoup d'impact sur plein de choses, puis plein d'aspects de notre vie. Tout à fait. C'est pas juste la peine, c'est tout ce qui vient avec la peine, un mélange de peine et de rage dont vous parliez tout à l'heure. Quelqu'un qui comprend bien ce que vous vivez, ben, c'est un autre père endeuillé par la perte de sa fille Jessica qui est décédée dans un accident de la route justement qui impliquait un chauffeur intoxiqué. C'était il y a 6 ans. Antoine Bittard est avec nous. Bonjour, Monsieur Bittard. Bonjour tout le monde. Vous avez écrit d'ailleurs une lettre au printemps dernier en disant il faut absolument vous interpelliez le premier ministre du Québec, François Legault, en disant vous avez le pouvoir de sauver des vies, Monsieur Legault. Il faut absolument, vous aussi, vous militez pour qu'on abaisse le taux d'alcoolémie au volant. Vous êtes allé en commission parlementaire avec votre conjointe, Elisabeth Rivera, la mère de votre fille. Vous vouliez rencontrer la ministre des Transports de l'époque, Geneviève Guilbeault, puis on se souvient de vous dans l'actualité parce que ça avait fait beaucoup jaser cette histoire. On vous avait comme suggéré fortement de vous présenter, de payer 100$ pour assister à un cocktail où il y aurait la ministre des Transports pour que vous puissiez lui parler du dossier. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent replacent cette affaire. Vous avez vécu un peu la même chose que Daniel. C'est terrible quand vous voyez ce qui s'est passé en fin de semaine avec le joueur de hockey, les 2 frères Gaudreau. Ça a dû raviver une douleur assez vive chez vous. Absolument. Et c'est sûr que on imagine les parents qui perdent 2 enfants sur le même coup. Daniel a vécu quelque chose de similaire aussi. Comme il dit, on s'en remet jamais. Et c'est une incompréhension en se disant pourquoi les gens comprennent pas. Ouais. Vous savez, c'est sûr que vous aviez parlé avec Daniel et M. Rancourt des personnes qui sont au-dessus de la limite, le 0.08. Ouais. Il y a sûrement des accidents, il y a sûrement des choses qui sont arrivées à 0.05, parce qu'à 0.05, vous avez 4 fois plus de chances d'avoir un accident mortel.
Et les chiffres le prouvent. Je veux dire, si on regarde dans toutes les autres provinces, à 0,05, c'est entre 40 et 50 de la diminution des mortalités sur la route. Alors, la question, c'est pourquoi faire des choses après? Vous savez, on parle des sentences, on parle des kilomètres à vie, on parle de la personne n'a plus le droit de conduire, mais tout ça, c'est après. Vous savez, on se dit toujours, les gens nous posent la question, pensez-vous que ça aurait changé quelque chose? Ben, c'est 50% oui, 50% non, on le sait pas. Ouais. Mais comme Daniel le dit, Daniel se bat depuis longtemps, depuis 3 ans, pour que ça n'arrive à personne. Nous aussi, on se bat. Les gens ne peuvent pas comprendre c'est quoi de perdre quelqu'un quand quelqu'un a pris une décision très égoïste parce qu'il a décidé, oh, moi, il n'y a rien qui va m'arriver. Ah oui, mais je pense que vous le dites bien. Fait que donc, vous aussi, vous êtes d'avis que ça devrait être finalement, je vous écoute là, et puis tous les deux, puis le maître Rancourt également, puis je me dis, mais pourquoi c'est pas carrément tolérance zéro? C'est zéro. On conduit, on boit pas d'alcool. Vous savez, je pense que tolérance zéro, il y a certains pays qui l'ont. Il se passe, la vie continue, les bars continuent, tout fonctionne. Je pense qu'il faut aller étape par étape. Je pense que si on peut prouver aux gens qu'à 0,05, on diminue de 50% les mortalités sur la route, et ici au Québec, on a environ 85, on parle de 40 personnes, et de le faire d'une façon très simple. Vous diminuez le taux de 0,08 à 0,05 sur le code de la sécurité routière, vous donnez plus d'armes et d'argent et de possibilités pour les corps policiers de faire des barrages routiers, ce qui est très important parce que si vous avez une loi mais vous n'avez pas les moyens de l'appliquer, elle ne sert absolument à rien. Et vous savez, même M. Daguerre a dit, moi, je serais pour tolérance zéro. Alors, les policiers sont prêts. Le SAQ... Le directeur de la police de Montréal, oui. Oui, il l'avait dit dans un discours. On lui avait posé la question. Il dit, moi, j'irais même à 0,0, tolérance zéro. Ouais. Vous savez, c'est une mentalité, et M. Rancourt a absolument raison, je pense, M. Rancourt qui disait, nous, on rencontre beaucoup de jeunes qui disent, non, nous, on fait attention, on a un conducteur désigné. On s'organise bien. C'est vrai que les jeunes s'organisent vraiment bien. Sauf que le temps que ça arrive, il va encore avoir des morts. Il va encore avoir des tragédies qui sont tellement évitables. Ouais. Dites-moi, aviez-vous fini par parler à la ministre, finalement, à l'époque? Oui, on a réussi à lui parler. Je me souviendrai toujours, d'après ma compréhension, c'est que c'est quand elle venait juste de dire non, que dans le projet de loi, il n'y aurait pas de 0,05. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, ça veut dire que la mort de ma fille et toutes les autres victimes et les prochaines victimes, je ne veux pas dire le mot, là, mais c'est pas important pour vous. Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait répondu, Mme Guilbeault? Elle n'a pas répondu, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. C'est pour ça que je reviens. Elle a 2 enfants. Je peux même pas croire qu'elle soit pas pour ça ou qu'il n'y ait pas comme de l'empathie quand même. Là. Je veux dire, tout le monde a de l'empathie pour ça. Ça se peut pas. On voudrait tellement pas que ça nous arrive. Et là, vous vous attendez à quoi? Parce que vous avez écrit une lettre vraiment touchante là, en mai dernier. Est-ce que ça a fait bouger un peu les choses? Est-ce que vous avez une oreille? Il y a le Parti libéral du Québec, l'opposition, là, qui semble être un peu de votre part, en tout cas, qui essaye de pousser. Beaucoup. Oui, c'est ça. Je veux dire, le député Monsef Deradji il a demandé un amendement au projet de loi. Tous les partis de l'opposition ont voté pour, sauf la CAQ à l'unanimité, ce qui veut dire que c'était une ligne de parti, et ça, je ne comprends pas que la ligne de parti est plus importante que sauver des vies. Et il y a eu un dépôt d'un projet de loi qui a été accepté. Alors, on est très heureux, mais vous savez qu'un projet de loi peut dormir très longtemps sur les tablettes. Oui. Exactement. Et on voudrait vraiment que le gouvernement commence à le regarder. Suite à la lettre, j'ai écrit 2 fois. J'ai écrit au bureau, j'ai écrit à l'attaché politique de M. Legault en lui disant, écoutez, là, on vous a demandé une rencontre, on est prêt à le recevoir à la maison, on voudrait vraiment qu'ils comprennent par quoi on passe, qu'est-ce qui peut être fait, parce qu'on veut être en collaboration. Vous savez, l'histoire de l'Assemblée de la commission parlementaire, on le dit très bien, on n'avait aucun intérêt de mordre la main qui nous nourrit. On a besoin du gouvernement, on veut travailler en collaboration, et je pense que tous nos discours, Elisabeth et moi, et de MAD, a toujours été, on veut travailler en collaboration avec vous, on vous montre des faits, on vous montre des chiffres, on vous montre tout ce qu'il faut, et vous arrivez avec des réponses
qui sont toujours des réponses qui sont faites par après. Oui, on a le programme de réhabilitation au conducteur le plus étoffé, le plus long au Canada, l'imposition d'un antidémarreur à vie après la deuxième infraction liée à la conduite avec faculté affaiblie est unique au Canada. C'est très bien, mais c'est toujours des choses qui se font après. Voilà, exact. Alors, il y a eu des accidents, il y a eu des collisions, il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui sont blessées à vie, il y a eu des familles qui ont été détruites. On peut pas se le permettre. Et vous savez, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il faudrait trouver le côté financier. Parce que le gouvernement regarde beaucoup le côté financier. Je ne sais pas quel côté il pourrait regarder, mais nous, on se pose la question, c'est que s'il y a de moins en moins de collisions, il y a moins de personnes qui vont se retrouver à l'hôpital, ça va soulager un petit peu le système des hôpitaux. Et je sais très bien que les assurances, eux, c'est un coût faramineux pour eux. Ah, mais complètement, ça c'est sûr. Mais on n'est pas obligé de toujours regarder le côté financier, on peut juste d'abord et avant tout regarder le côté humain. Ça finit au fil des ans par être des centaines de personnes qui meurent des mains de conducteurs qui sont complètement intoxiqués et qui sont des gens qui ne veulent rien savoir, qui souvent ne vont même pas reconnaître qu'elles étaient un danger public. Antoine Bittard, bon courage. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Bon courage également à votre conjointe et on pense à votre fille Jessica. Daniel Fortin, terminant. Daniel, oui. Merci d'abord d'avoir choisi de nous parler aujourd'hui. C'est vraiment très, très apprécié. Je sais que c'est une journée difficile pour vous, puis je peux même pas imaginer. Moi, ça m'émeut d'entendre ces témoignages-là parce que j'imagine que ça arrive à mes enfants. Je pense que tout le monde est sidéré de voir qu'on fait peu. Puis moi, ce qui me convainc, c'est que vous dites ailleurs, dans les autres provinces, on a ça. Pourquoi, finalement, on le fait pas au Québec? C'est difficile de comprendre ça. Exact. Merci. Ouais. Ben, merci à vous. Merci beaucoup, Daniel. Merci bien. Merci. Maître Rancourt, pensez-vous qu'on va y arriver? On va-tu y arriver à passer ce projet de loi? Ça va faire La seule façon d'enrayer tout ça, c'est d'avoir un éthylomètre permanent dans tous les véhicules. Alors, éventuellement, là, les véhicules vont être fabriqués avec ça. Vous ne pourrez pas démarrer votre véhicule si vous avez pris une goutte de boisson. Vous savez, déjà, là, il y a plusieurs années, on a eu la ceinture de sécurité. Les gens diront, on ne portera pas ça. Tout le monde porte la ceinture de sécurité aujourd'hui. Mais éventuellement, il y aura un éthylomètre dans tous les véhicules. De même, personne ne va pouvoir conduire un véhicule s'il a pris une goutte de boisson. C'est la seule façon d'enrayer ça. C'est drôle, je voyais un film dernièrement, puis il y avait qui avait un problème d'alcool, conduisait une moto, faisait souffler n'importe qui passait. Souffle donc là-dedans pour pouvoir démarrer sa moto. Il y en a qui vont quand même réussir à... Puis ce dossier d'avoir un éthylomètre dans chaque véhicule, ça a été discuté. Je suis pas sûr que les constructeurs aillent là. Ah non, c'est pas pour demain, là. On verra peut-être pas ça. Mais ça serait la seule solution pour l'empêcher. Parce que vous savez, quand vous avez un éthylomètre, vous ne pouvez pas faire souffler quelqu'un d'autre pour vous. Parce que c'est calibré pour vous. Alors, c'est impossible de prendre le véhicule. C'était vraiment la fiction dans le film. C'était vraiment, ça marchait pas. C'est impossible de faire souffler quelqu'un d'autre. Non, c'est calibré pour vous, pour votre haleine, et c'est impossible. Alors, s'il y avait un éthylomètre dans tous les véhicules, tous les camions, tous les véhicules d'automobile, personne ne pourrait prendre le véhicule avec la boisson. Non, ben il y a ce projet de loi aussi dont parlait mon invité. Là, on va suivre ça, bien sûr, parce que, bon, peut-être qu'un changement de gouvernement ferait en sorte qu'on verra ça ici au Québec, c'est-à-dire ce que les autres provinces ont choisi de faire. Merci beaucoup, Maître Rancourt. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Plaisir. Beaucoup de témoignages là-dessus. C'est assez... moi, ça m'arrache le cœur. La mère que je suis en revient juste pas. Et j'avoue que je me range beaucoup du côté de ces pères qui ont témoigné ce matin pour dire il va falloir qu'on serre un peu plus la vis. À la fois, demander à la Commission des libérations conditionnelles d'être moins indulgente dans les cas d'alcool au volant. Ça se demande et ça s'exige. Et aussi, je pense qu'on n'aura pas le choix. On va devoir aller au 0,05 au Québec. Les autres provinces le font. Aïe, aïe. Quelle tristesse quand même. Isabelle@cube.ca pour me texter, m'envoyer des courriels. Et pour me joindre, vous faites le 1-877-827-2346.